Maintenant, je vais passer la parole après le scientifique qui ne s'interdit pas de philosopher, le philosophe qui baigne dans les sciences. Jean-Michel Beignet, après avoir écrit entre autres sur Tocqueville, sur Erasme, après avoir publié en 1993 une histoire de la philosophie moderne et contemporaine en deux volumes, vous consacrez une bonne partie de vos travaux depuis une bonne dizaine d'années à la réflexion sur des disciplines comme les neurosciences et les technologies de l'information et à leur impact sur nos vies, sur nos sociétés et sur notre futur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre livre « Demain, les post-humains » est sans doute en langue française un des ouvrages les plus solides et les plus fondamentaux de réflexion sur ce transhumanisme. Alors, j'aimerais vous demander plusieurs choses. D'abord, le transhumanisme n'est-il pas en quelque sorte finalement l'aboutissement presque logique, pourrait-on dire, de la philosophie du Lumière qui plaidait pour les progrès perpétuels de l'espèce humaine? Ne s'appuie-t-il pas, d'autre part, aujourd'hui sur une dynamique scientifique et technique qui semble devoir le rendre irrésistible, voire irréversible? Et question parallèle que je poserai aussi à Jean-Didier Vincent, y a-t-il une démarche éthique concevable, efficace, en face de ce qui apparaît comme ce rouleau compresseur techno-économico-scientifique? Alors, peut-être, premier point, est-ce que le transhumanisme, finalement, c'est pas les Lumières prolongées, quoi, en quelque sorte? Merci de cette invitation, d'abord. Écoutez, oui, quand on veut banaliser le transhumanisme, effectivement, c'est toujours ce qu'on dit. On dit, après tout, le transhumanisme, il est dans la lignée du siècle des Lumières qui annonçait qu'avec les sciences et les techniques, on allait réaliser toutes les aspirations humaines. Et du coup, les transhumanistes dont a parlé Jean Didier se retrouvent dans la filiation de Condorcet, annonçant en 1793 que la vraie révolution, elle était d'abord cartésienne et elle allait aboutir à l'émancipation du genre humain. Et Condorcet annonce même que l'immortalité est quelque chose de possible. Alors donc, on peut banaliser le transhumanisme, et souvent les transhumanistes que je fréquente se parent derrière cette belle tradition illuministe pour dire mais nous sommes dans la dynamique du progrès et de ce point de vue-là, on a forcément le vent en poupe, hein, et nous sommes irrésistibles. Mais quand on regarde un peu les choses de près, lorsqu'on lit réellement ce qu'écrivent les transhumanistes, alors Bostrom par exemple, dont le grand livre va paraître en traduction cette année, qui s'appelle Superintelligence, ou l'autre livre de Kurzweil qui s'appelle L'Humanité 2.0, sous-titré La Bible du XXIe siècle, je crois, ou lorsqu'on lit Engin de création d'Éric Drexler, dont tu as parlé tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'est pas question de progrès. Il n'est pas question de progrès. Jamais. Il est question de rupture. Ce n'est pas la même chose du tout, le progrès et la rupture. Le progrès suppose une continuité. Le progrès suppose une anticipation de l'avenir. La rupture, c'est tout autre chose. Il faut savoir, le mot transhumaniste, il est né sous la plume de Julian Huxley. Julian Huxley, biologiste, qui est le frère d'Aldous Huxley. Le mot, on l'a découvert en 1957, sous la plume de Julian Huxley, dans un contexte où Huxley dit des choses qui ne sont pas du tout choquantes à son époque et qui ne le sont encore moins pour la plupart aujourd'hui. Huxley dit « la biologie, ça doit servir à améliorer l'espèce humaine ». Améliorer l'espèce humaine. À peu près à la même époque, Jean Rostand disait la même chose. Il écrivait un livre sur l'homme transformé que je vous recommande de lire encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas pris beaucoup de rides. Ce qu'explique Huxley, c'est qu'en tant que biologiste, eh bien, il milite pour une discipline qui doit essayer de contrôler la sélection. Qu'est-ce que doit faire un biologiste? Il doit essayer de contrôler la sélection naturelle. Ne pas se laisser imposer l'humain du fait du hasard ou du fait des pressions sélectives de l'environnement, etc.
le scientifique doit contrôler la sélection, donc prendre les choses en main. Et Huxley, il invente aussi l'eugénisme soft, l'eugénisme que nous intégrons de plus en plus aujourd'hui, hein, malgré donc la Seconde Guerre mondiale et les délires nazis. La biologie, ça doit servir la cause de l'eugénisme, c'est une affaire à peu près entendue. Quand on le lit donc d'un peu près, on s'aperçoit que ce qu'il nomme transhumanisme, c'est l'entreprise qui consisterait à s'arracher à la passivité que représente la sélection naturelle pour l'espèce humaine. C'est très important de le souligner. Et la rupture, le thème de la rupture, je l'indexe également sur une autre filiation du transhumanisme dont on n'a pas encore parlé ici, mais qu'il faut évoquer. C'est toute la ligne qui a été représentée par la contre-culture américaine. Parce que les transhumanistes sont nés en Californie, hein, et ils sont nés dès le contexte des années 1960-1970. Et c'est très important également de le souligner parce que bon nombre des promoteurs du transhumanisme ont grandi dans un contexte où les hippies de l'époque cherchent la révolution, mais une révolution qui n'est pas une révolution politique, qui est une révolution qu'ils qualifient eux-mêmes de métaphysique. Révolution par le haut. S'arracher à l'histoire, à la guerre du Vietnam, s'arracher aux frayeurs causées par la bombe atomique, s'arracher au monde de la consommation absurde, etc. C'est ça le pathos des hippies qui vont se retrouver, je n'ai pas le temps de raconter l'histoire, ou je la raconterai tout à l'heure si vous le souhaitez, mais qui vont se retrouver dans la mouvance des développements des technologies informatiques. Très concrètement, on signale souvent la belle figure du personnage que représente Timothy Leary. Vous savez, Timothy Leary, l'inventeur du LSD, enfin, je vais vite, mais en tout cas, celui qui répond à la question « Comment s'arracher à l'histoire ? Comment quitter ce monde ?» et qui répond tout simplement en changeant sa représentation du monde. Et le psychédélique, le LSD, la drogue d'une façon générale, c'est l'instrument même qui va permettre aux gens de voir le monde différemment et par conséquent s'en abstraire. Eh bien, les transhumanistes, ils sont encore aujourd'hui dans cette posture. Ils pensent que finalement, les sciences et les techniques qui vont réaliser nos aspirations, eh bien, vont commencer par nous débarrasser de l'ancien monde, nous débarrasser de l'ancienne humanité, tout simplement. Et je n'exagère pas, j'évoquais tout à l'heure Julian Huxley, il est dans un contexte où on voit de plus en plus de penseurs, de philosophes, avancer que finalement l'humanité c'est une expérience ratée. C'est une expérience ratée. Nous sommes tous des ratés. Hein, et l'humanité a produit la Shoah, a produit Hiroshima, etc. C'est une expérience ratée dans l'histoire de l'évolution naturelle, mais aussi dans l'histoire tout court. Donc, se débarrasser de l'humanité, c'est un des mots d'ordre qui filtre à travers bon nombre des engagements publics de certains transhumanistes. Alors j'en ai parfois cité Jean-Michel Truong, qui est un transhumaniste français, qui écrit en toutes lettres, dans un livre d'ailleurs intitulé par référence à Teilhard de Chardin, Totalement inhumaine. Dans ce livre-là, il écrit en toutes lettres, après Hiroshima, on ne peut pas imaginer que l'avenir est le visage de l'homme. Donc, c'est très clair. Et tout à l'heure, Jean Didier évoquait la singularité. Ce que Kurzweil appelle la singularité, par référence à l'usage qu'on fait du mot tant en mathématiques qu'en physique. Donc, que ce soit en mathématiques ou en physique, au fond, la singularité, ça désigne le moment où les lois ne s'appliquent plus.
En mathématiques, c'est la rupture à un moment donné, les lois mathématiques ne s'appliquent plus. En physique, ça désigne en général ce qu'on appelle le mur de Planck, c'est-à-dire avant l'organisation même de l'univers, dans les 10 puissance moins 43 premières secondes, l'univers était anomique. C'était la singularité. Eh bien, Kurzweil récupère le mot singularité pour dire, voilà, dans quelques décennies, en 2045, dit-il même quelquefois, on va assister à la singularité. Et cette singularité, ce sera là aussi une rupture, mais absolue, puisque ce sera le moment où l'intelligence biologique aura été dépassée par l'intelligence artificielle. Donc, c'est clair, c'est une rupture parce qu'on ne sait pas ce qui se passera à ce moment-là. On ne sait pas, puisque ce seront les machines qui auront pris le pouvoir. Nous ne serons plus que les chimpanzés du futur, comme disent avec beaucoup d'élégance certains transhumanistes. Mais c'est ça. Donc, vous voyez, le transhumanisme, ça n'est pas une idéologie du progrès, c'est une idéologie de la rupture pour se débarrasser de l'humanité. C'est la raison pour laquelle certains transhumanistes parlent déjà du post-humain, comme de cette espèce qui émergerait. Alors, qui émergerait de quoi? Précisément, l'espèce qui adviendrait émergerait finalement de l'introduction que nous faisons aujourd'hui dans l'environnement d'objets technologiques qui fonctionnent comme autant de mutations dans la sélection naturelle. La sélection naturelle, donc, elle fonctionne avec comme moteur les petites différences qui s'introduisent dans la duplication des cellules, par exemple. Bon, et les duplications produisent des mutations, et les mutations font émerger de nouvelles espèces. Si on veut être vraiment très très caricatural en évoquant le darwinisme. Eh bien, les transhumanistes disent à peu près la même chose. Là, nous multiplions des objets dits intelligents, qui s'infiltrent par les lois du marché dans notre espace, dont les pressions sélectives sont technologiques elles-mêmes, et de ces petits objets pourraient bien surgir, émerger précisément les conditions pour l'apparition d'une nouvelle espèce. Donc il y a là une vision qui est évidemment très très fantasmatique, mais qui est quand même très très raisonnée. C'est-à-dire ces gens-là, ils pensent que ce qui s'est produit dans la sélection naturelle, puisque nous avons voulu contrôler la sélection naturelle, eh bien nous sommes en train de préparer un contexte où la sélection va nous surprendre et va provoquer cette apparition d'un post-humain. Alors aujourd'hui, j'ai bien aimé que Jean Didier dresse là le portrait d'un certain nombre de transhumanistes. Je crois qu'il faut, pour se faire une juste représentation disons, du spectre du transhumanisme aujourd'hui, se dire qu'il y a deux visions. Il y a ceux qui disent que finalement, nous allons avancer avec les sciences et les techniques si nous bionisons l'humain. Et puis il y a ceux qui disent non, ce n'est pas la bionique, c'est l'intelligence artificielle et il faut cyborgiser l'humain. C'est les deux options aujourd'hui. Vous avez là, tu as surtout visité les gens qui sont du côté du cyborg, de l'intelligence artificielle en Californie, mais tu seras allé voir Aubrey de Grey ou tu seras allé voir ou même Mirad. Bon, ce sont eux là des gens qui pensent que le post-humain résultera plutôt des manipulations génétiques. Donc il y a ceux qui misent sur les manipulations génétiques, ceux qui misent plutôt sur l'intelligence artificielle. Et ils sont solidaires de la même aspiration à dépasser l'humanité telle qu'elle est, mais avec des moyens différents. Et alors ce qui est intéressant, et je pense que c'est à souligner, c'est la stratégie qui s'opère chez les transhumanistes. Parce que, bon, tous les scientifiques, tous les technologues de pointe ne sont pas transhumanistes, bien entendu. Alors que tous les transhumanistes en pincent pour les sciences et les technologies, si je puis dire. Qu'est-ce qui fait qu'un scientifique
peut servir la cause du transhumanisme sans être lui-même transhumaniste? C'est difficile à dire. Je vais prendre un exemple. Vous avez peut-être entendu parler de CRISPR-Cas9, donc ce fameux ciseau moléculaire qui permettrait de faire du copier-coller avec le génome. Bon, c'est Emmanuel Carpentier qui l'a découvert en France avec, j'ai oublié le nom de l'américaine, c'est dommage, mais enfin elles sont deux. Pardon ? Bon. CRISPR-Cas9, c'est un outil extraordinaire puisque ça va relancer les thérapies géniques. Et Emmanuel Carpentier, quand elle en parle, elle dit « Nous avons fait cette découverte qui va permettre d'éradiquer un certain nombre de maladies, qui va donc servir la cause de la médecine la plus noble. » Bien, CRISPR-Cas9 a à peine été sur le marché que les Chinois s'en sont emparés, vous le savez sans doute. Ils s'en sont emparés en se disant « Mais là, on a un instrument extraordinaire pour faire du boostage biologique ou du boostage intellectuel. » Et ils se sont mis à décrypter le génome de 2000 Chinois qui avaient un QI de plus de 160, en se disant, avec une application statistique sur ces génomes, si on pouvait découvrir les gènes responsables de ce QI de 160, on pourrait les copier et on pourrait les coller. Copier-coller, c'est la stratégie de CRISPR-Cas9. Et ils ont donc envisagé, après avoir identifié les gènes supposés responsables de ce QI extraordinaire, ils ont envisagé de les injecter dans des génomes, voire dans des gamètes, pour pouvoir produire des populations entières de petits Einstein. Bon, là, vous voyez la stratégie. On a une technologie, une biotechnologie qui sert la cause de la médecine, qui est immédiatement extrapolée dans une perspective transhumaniste pour pouvoir produire quelque chose d'autre que l'humain tel que nous le connaissons. Je pourrais prendre un exemple dans l'autre versant, du côté intelligence artificielle, et parler de ce laboratoire que l'Europe a gratifié d'1 milliard d'euros il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le Human Brain Project, à Lausanne, donc laboratoire auquel on a confié le soin de réaliser un cerveau artificiel. Alors là, c'est la même chose. Pourquoi réaliser un cerveau artificiel ? Réponse très simple des promoteurs du projet au départ, pour pouvoir mieux comprendre la logique des maladies neurodégénératives. Donc, on se donne la possibilité de modéliser le fonctionnement d'un cerveau, et d'en faire une simulation, donc de transformer un cerveau en un logiciel, et ce logiciel, on le fait fonctionner pour essayer de comprendre comment peuvent se produire des maladies neurodégénératives. Donc un projet parfaitement médical, et parfaitement souhaitable et parfaitement salutaire. Mais ce projet-là, la logique transhumaniste s'en est presque immédiatement emparée, et ça a conduit d'ailleurs pas mal de neurobiologistes à quitter le projet, tu le sais, de Haine et autres, parce que la logique transhumaniste s'est emparée de ce projet de cerveau artificiel, en disant, mais regardez, formidable, depuis le temps qu'on rêve de télécharger le cerveau sur des matériaux inaltérables, pour pouvoir pérenniser le contenu du cerveau et éventuellement immortaliser la conscience. Et bien voilà, le mind uploading, qui est l'une des recettes de l'immortalité rêvée par les transhumanistes, se voit finalement greffé, se voit mis en situation de parasite sur une technologie qui est éthiquement incontestable. Donc, la stratégie des transhumanistes tient en ça. Ils rôdent autour des laboratoires de haute technologie, ils encouragent évidemment toutes les innovations technoscientifiques de pointe, et ils cherchent à réaliser l'extrapolation qui permettra à chaque fois d'anticiper l'avènement d'une autre humanité qui serait en rupture avec celle des chimpanzés que vous et moi sommes.
Donc, je crois que c'est important de bien voir comment ça fonctionne, hein, surtout pour ne pas diaboliser la science et la technique qui se développent aujourd'hui de manière extrêmement efficace et enthousiasmante, hein, mais se dire que les transhumanistes sont des gens qui font une espèce d'agite-prop dans le monde de la science, hein, en poussant à chaque fois à la limite, hein, des annonces, des préoccupations qui sont en elles-mêmes parfaitement légitimes. Alors évidemment, certains scientifiques se laissent contaminer par cette logique transhumaniste et ils vont de l'avant aussi, puisque la source de financement des laboratoires tient aussi beaucoup aujourd'hui aux effets d'annonce, hein. Il faut en annoncer beaucoup pour récupérer. Alors, bon, je ne sais pas si je dois aussi camper un petit peu le paysage du côté de la philosophie, qui est ma spécialité, plus que la science et la technique. Mais on a parlé un petit peu de l'immortalité là. C'est vrai que ce thème de l'immortalité, il a surpris plus d'une personne aujourd'hui, sans doute parmi vous aussi. Ce thème de l'immortalité est devenu pratiquement un thème récurrent dans les grands médias. Moi, le jour où j'ai vu une double page dans le journal Le Monde sur l'immortalité, je me suis dit, là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Et puis, bon, ça a déferlé, ensuite les magazines, etc. etc. Et bon, Laurent Alexandre, qu'on incrimine en France, parce que c'est vrai que c'est celui qui fait des conférences et puis qui vous interpelle et qui vous dit avec un ton parfaitement oraculaire, l'homme ou la femme qui vivra 1000 ans est déjà parmi vous. Hein, et chacun regarde son voisin en se disant, pourvu que ça soit moi, etc. Bon, et effectivement, il y a de la provocation, mais en même temps, il explique les choses de manière assez simple et assez sobre. Il dit, regardez l'accélération des progrès technologiques à laquelle on assiste. Regardez, il y a 10 ans, Internet n'existait pas. Hein, on a l'impression qu'on est dedans depuis des décennies. Les choses se précipitent terriblement. Bon, un enfant qui naît aujourd'hui, il a toutes les chances d'être centenaire. Bon, là, dans l'ordre actuel des choses. Eh bien, Laurent Alexandre dit, mais regardez les progrès de la biologie qui vont presque, si on projette un petit peu ce qui se produit aujourd'hui dans l'avenir, en l'espace de 100 ans, hein, la biologie peut avoir fait des progrès tels que l'augmentation de la durée de la vie va se distendre pour atteindre, pourquoi pas 1000 ans. Hein. C'est pas complètement absurde. Et c'est ça qui choque les esprits. Alors, bon, moi, d'un point de vue philosophique, j'allais dire, je me régale quand même avec le transhumanisme. Je trouve que c'est une source de réflexion intéressante. Imaginez-vous qu'en travaillant le transhumanisme, je me trouve aujourd'hui en train de travailler sur une hérésie des premiers siècles de la chrétienté qu'on appelle la gnose. Et c'est absolument passionnant, hein, de voir comment tout s'était. Alors, en gros, qui étaient les gnostiques? Les gnostiques étaient des gens qu'on a traités d'hérétiques au IIe siècle après Jésus-Christ, mais des gens qui avaient une théorie assez simple sur le monde. Ils pensaient que le monde était raté, que le Dieu de l'Ancien Testament était un imposteur, hein, qu'il c'était un gougnafier qui avait raté son boulot. Hein, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes. Hein, bon. Donc tout est raté. Et les gnostiques, eh bien, portent le fer contre le Dieu de l'Ancien Testament, au nom d'une autre transcendance, d'un Dieu bon, hein, qui, lui, pourrait bien être réactivé, réveillé, etc. Et il considère que la connaissance, la gnose, hein, est précisément l'instrument qui permettrait d'aller à l'encontre de la création telle que nous la connaissons, hein, pour pouvoir réactiver ce qu'elle aurait pu être. Et ces gnostiques
ben, ils ont développé une haine du monde tel qu'il est, et une haine du corps, hein, une haine du corps et de l'incarnation, hein, qui est quand même l'un des grands dogmes de la chrétienté, du christianisme, une haine de l'incarnation, hein, qui a perduré pratiquement dans tous les siècles à partir du 1er ou du 2e siècle après Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, il y a, chez certains transhumanistes instruits, l'acceptation, finalement, de cette filiation gnostique. Hein, on considère que la gnose affleure pratiquement dans toutes les préoccupations d'aujourd'hui, et les bouleversements scientifiques et techniques réveillent la chose. Il y a eu un très bon philosophe que malheureusement on ne lit plus, qui s'appelle Raymond Ruyère, que tu connais bien sûr, qui avait écrit un très bon livre en 1970 qui s'appelait La gnose de Princeton. Et ce livre était extraordinaire. D'ailleurs, il a eu un succès public faramineux. Quand je dis succès public, il a eu des comptes rendus dans Elle, dans Match, enfin, etc. Tous les comptes rendus de ce livre sont annexés à l'édition en poche qu'on ne trouve plus malheureusement. Mais Raymond Ruyère disait tout simplement que les progrès scientifiques et techniques depuis la mécanique quantique et depuis Einstein, hein, finalement, se trouvent intricables, en tout cas, dans des thèmes gnostiques. Je n'ai pas le temps de rappeler ça, mais simplement pour dire que... Et puis, il y a une autre source, là, je pense que certains d'entre vous vont mettre quelque chose là-dessous. Une autre source, moi, qui m'intéresse beaucoup quand je travaille le transhumanisme, c'est la source qui a été ouverte par une revue qui s'appelle la revue Planète, hein, dans les années 1970. C'était une revue extraordinaire, hein, qui mêlait à la fois spiritualité et technologie. Hein, c'était Powell, et quand on reprend la collection de la revue Planète, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, on est absolument sidéré. Hein, on retrouve Teilhard de Chardin qui est embarqué dans des spéculations scientifiques, hein, parce que la singularité dont je parlais tout à l'heure de Kurzweil, on l'appelle aussi le point oméga, hein, parce que Teilhard de Chardin aurait annoncé que l'évolution allait aller dans le sens de toujours plus de dématérialisation. Hein, et qu'au jugement dernier, hein, finalement, la conscience se sera débarrassée du corps, hein, de tout ce qui leste précisément l'esprit. Bon, on trouve dans la revue Planète aussi les spéculations bouddhistes, et le bouddhisme a aussi beaucoup à voir avec les thèmes transhumanistes, hein, par quantité de biais.